Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on doit terminer la démonstration du théorème de Dyatlov-Jean sur les mesures semi-classiques. Et puis, on verra après si peut-être il reste... Après, on va commencer une partie sur l'ergodicité quantique, mais pour des Laplaciens discrets sur des graphes. Donc, soit on commencera en fin de séance, soit la semaine prochaine. Donc, je rappelle où on en était arrivé. Dans le résultat de Dyatlov-Jean, on est sur une surface, on est uniquement en dimension 2, de courbure constante égale à -1, où en fait le résultat est vrai aussi en courbure strictement négative grâce à l'article Dyatlov-Jean Nonenmacher. On s'était intéressé donc à des fonctions propres du Laplacien. Et je suis toujours avec des notations semi-classiques. Et l'énergie qu'on regarde est proche de 1. On regarde des niveaux d'énergie proches de 1. Et l'objet principal qui nous intéresse, donc on regarde des... Donc, si on a une fonction test A, une fonction sur l'espace des phases, à partir d'une fonction sur l'espace des phases de la mécanique classique, on peut associer un opérateur pseudo-différentiel. Et ce qui nous intéresse, c'est les éléments de matrice un psi, A psi. Et on a vu que, quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer qu'il y a une limite qui est de la forme intégrale de A d mu, et le but c'est de décrire la mesure mu qu'on obtient comme ça. Et la seule chose qu'on sait donc cette mesure, c'est une mesure de proba. Elle est portée par le fibré unitaire cotangent, donc les vecteurs de norme 1, et elle est invariante par le flot. Si les fonctions psi sont des fonctions propres, ça se traduit par le fait que mu est invariante par le flot géodésique. C'est tout ce qu'on sait de manière générale. Et là, le théorème qu'on va terminer de démontrer, donc Dyatlov-Jean et puis Nonenmacher sous l'hypothèse courbure variable négative, c'est que cette mesure mu, si on a un ouvert non vide, alors sa mesure est strictement positive. Et en fait, même ce qu'on montre de manière plus précise, c'est que mu de oméga, parce que mu peut dépendre de la sous-suite, mais en fait, on a une borne uniforme. Mu de oméga est plus grande qu'un nombre strictement positif, mais qui ne dépend pas de la sous-suite. Et en je ne sais pas ce qui se passe. En réalité, même pour les gens qui font de la théorie du contrôle, il y a même vraiment une version très quantitative exprimée en termes de théorie du contrôle, avec le terme d'erreur qui est écrit, etc. Alors, donc on a notre ouvert oméga. On avait introduit déjà deux fonctions test. Alors, il y en a une qui s'appelait Phi1, qui est à support dans oméga et qui vaut 1 sur un petit ouvert plus petit que oméga. Je ne sais pas ce qui fait ça. Et puis, et donc Chi2, c'est 1 moins Chi1. Donc au départ, elles sont définies sur la couche d'énergie, sur le fibré unitaire cotangent, mais on les a étendues à un petit voisinage. On les a étendues sur un petit voisinage. De manière à avoir des fonctions définies sur tout le fibré cotangent. Et après, donc ça, c'est des fonctions sur l'espace des phases classiques, mais on peut les transformer en opérateurs, toujours par le procédé de quantification habituel. Alors j'utilise deux notes. On a utilisé indifféremment ces deux notations-là.
Donc à partir d'une fonction classique, on trouve un opérateur, et puis je rappelle aussi que qui chapeau de t, c'est l'opérateur qui i évolué par le flot de l'équation de Schrödinger. Et le genre de construction qu'on avait vu quand on avait fait la preuve du théorème sur l'entropie de la mesure mu, c'est que ici j'ai un alphabet, je pars d'un alphabet fini qui va avoir seulement 2 lettres, que les deux événements qui peuvent arriver, c'est soit tomber en gros, c'est soit tomber dans oméga, soit tomber à l'extérieur de oméga. Hein, donc il y a deux. Donc à partir de notre mesure mu, qui est celle-ci, on peut définir une mesure sur un espace symbolique. Donc on peut, et cette mesure, en fait, on Oh, d'accord. Donc je peux définir comme ça une mesure sur un espace symbolique à partir de ma mesure mu. Et en gros, cette mesure, elle mesure la probabilité de la succession d'événements être dans oméga au temps 0, ou être dans oméga. Enfin, voilà, la lettre 1, c'est être dans oméga, et la lettre 2, c'est être à l'extérieur de oméga. Et ce qui est bien, c'est que cette mesure, c'est une mesure de proba, et elle est invariante par le décalage. Donc ça, c'est au niveau de la mesure limite classique, et on s'était interrogé sur la possibilité de faire une construction du même genre au niveau du système dynamique quantique. On avait vu qu'il y avait des difficultés. Et on avait essayé deux variantes, mais qui posaient chacune. Maintenant, ça va être une mesure définie pour le système dynamique quantique et pour l'état psi. Et on peut définir la mesure du cylindre alpha 0, alpha n-1 comme étant par exemple le produit scalaire entre psi, un certain opérateur qui en gros est censé être l'analogue quantique de cette fonction-là. Je vais écrire tout de suite son expression. Alors ça, c'était un essai qu'on avait fait. Et cet opérateur-là, c'est l'opérateur associé à une suite de lettres alpha 0, alpha n-1. Alors, comme les opérateurs ne commutent pas, il faut que je décide dans quel ordre je les écris, mais en gros, on commence par qui alpha 0 chapeau. Après, on compose par qui alpha 1 évolué au temps 1 par l'équation de Schrödinger, ceci jusqu'au temps n-1. D'accord, donc cet opérateur remplace cette fonction Tesla.
Donc on avait essayé ça. Donc, si on fait comme ça, on garde la propriété d'être invariant par décalage, mais on perd le fait d'être positif. On se retrouve avec une mesure complexe. Et puis, on avait fait un deuxième essai, qui était de prendre le même opérateur, appliqué à psi, norme au carré. Et là, si on prend cette version-là, on a bien une mesure positive, mais qui n'est plus invariante par décalage. Bon. On avait vu qu'au niveau quantique, il y a toujours un problème. On n'arrive pas à faire de la vraie théorie ergodique au niveau de la mécanique quantique. Et c'est ça qu'il va falloir résoudre pour terminer la preuve. Et puis aussi, je rappelle des choses qu'on avait vues. C'est que cette mesure MIPSI, quelle que soit la définition qu'on prend, hein, on avait vu les deux variantes, mais quelle que soit la définition, on avait vu que jusqu'à des temps de l'ordre du temps d'Ehrenfest, on peut penser à cette mesure comme étant quasiment une probabilité invariante, à une erreur près. Donc MIPSI, elle se comporte comme une proba invariante à une petite erreur près. Mais ça, c'est tant que le grand N, donc tant que la longueur du mot est plus petite qu'un certain multiple de log h. Et ce multiple, il doit être plus petit que 1. Et ici, le 1 qui apparaît, c'est parce qu'on est en courbure -1. Donc le 1, c'est la vitesse de divergence exponentielle des géodésiques. Hein, c'est pour cette raison qu'il apparaît. Donc jusqu'à ces temps-là, on peut essayer d'utiliser des arguments de théorie ergodique. Et puis on avait vu le principe d'incertitude fractale, qui nous dit que la norme de ces opérateurs P-chapeau associés à des mots de longueur n est petite. C'est une certaine puissance de h avec bêta positif. Donc il existe un bêta, et bêta dépend de l'ouvert oméga. Hein. On ne sait pas grand-chose dessus, à part qu'il est strictement positif. Donc on a une estimée comme ça, mais qui au contraire est valable pour n plus grand, pour n grand. Alors, si je reprends les notations, des notations proches de celles de la dernière fois, n c'est un certain multiple de log h, et le ρ qui apparaît ici est plus grand que 1,5. Hein, donc il n'y a pas une énorme... Bon, voilà, jusqu'à des temps strictement plus petits que log h, on peut faire de la théorie ergodique. Et pour un temps légèrement plus grand que log h, on peut utiliser le principe d'incertitude. Et donc il faut arriver à passer d'une échelle de temps à une autre. On avait eu vraiment le même problème quand on avait étudié l'entropie des mesures semi-classiques. Notre chance, c'est qu'il y a juste un multiple. Ce temps-ci est juste un multiple de celui-là. Il y a un facteur constant, quoi. C'est ça qui fait qu'on a une chance de s'en sortir. Mais il faut quand même trouver un argument pour passer d'une échelle de temps à une autre. Et peut-être on peut tout de suite remarquer du coup, si on est à une échelle de temps qui est un multiple de log h, ce h bar puissance bêta, c'est exponentiel en temps. C'est exponentiel moins bêta. C'est quelque chose qui décroît exponentiellement en temps. Alors, je vais dire qu'est-ce qu'on ferait si la mesure MUPSI était vraiment une mesure de probabilité invariante. Je vais montrer comment on ferait, et puis après, je vais dire comment on fait en réalité pour régler cette question des échelles de temps.
une petite astuce de théorie ergodique. Hein, enfin. Donc, supposons que j'ai nu, je vais l'appeler nu parce que ça sera pas tout à fait la mesure mu psi. Enfin voilà, si j'ai une mesure de probabilité invariante, quand je dis invariante, c'est invariante par décalage des suites. Sur A puissance n. Et si je choisis une lettre A dans l'alphabet, bon, qui dans mon cas ne comporte que 2 lettres, mais je choisis une lettre A. En fait, si je m'intéresse à la mesure, donc le cylindre A, c'est juste les mots dont la première lettre est un A, c'est ce genre de mesure qui va m'intéresser. Rien qu'à cause du fait que la mesure soit invariante, je peux écrire que cette mesure, c'est la même chose pour tout n. Pour n'importe quel n, je peux écrire que c'est la même chose que la somme sur tous les mots de longueur n de la s'appelle nu, de la mesure du cylindre alpha 0, alpha n-1 fois la fréquence d'apparition de la lettre A dans le mot. Donc, fois le nombre de i tel que alpha i est égal à A divisé par n. Donc cette quantité-là, je vais l'appeler, je pense, la fréquence de la lettre A dans le mot alpha 0, alpha n-1. D'accord, ça c'est juste, pour vérifier qu'on a le droit d'écrire ça, c'est juste vraiment le fait que la mesure soit invariante par décalage. Et maintenant, si elle est positive, et bien cette somme est une somme de nombres positifs, donc je peux toujours la majorer par la somme sur les mots dont la fréquence, telle que la fréquence du mot A est plus grande que epsilon. Je me suis fixé un epsilon. Ici, epsilon positif et n est arbitraire. Donc je peux toujours, c'est plus grand que la somme sur les mots dont la fréquence de A est plus grande que epsilon. Et maintenant, comme cette fréquence est plus grande que epsilon, en fait, ça c'est plus grand que epsilon. C'est fois la mesure de l'ensemble des mots dont la fréquence est plus grande que epsilon. Il va falloir que je leur donne un nom. Ça, c'est je vais noter comme ça. C'est les mots de longueur n dont la fréquence d'apparition de A est plus grande que epsilon. Donc je peux toujours borner inférieurement la mesure de l'ensemble des mots qui commencent par A par epsilon fois la mesure de l'ensemble des mots qui ont une fréquence de A supérieure à epsilon. Et ça, je peux aussi dire que c'est égal à epsilon moins epsilon fois la mesure du complémentaire de cet ensemble. Ça, c'est le complémentaire. Donc nous, on va se servir de l'estimé, on va se servir de l'estimé là du principe d'incertitude anthropique. Ça c'est le principe d'incertitude fractale. Il va nous servir à dire que ça tend vers 0.
Pourquoi ? Alors, les mots de fréquence... Donc, la mesure de l'ensemble des mots dont la fréquence est plus petite que epsilon, c'est plus petit que le nombre de mots qui ont une fréquence de A plus petite que epsilon. Fois le maximum des mesures des cylindres correspondants. Alors le principe, voilà, le principe d'incertitude fractale va nous dire que ça, c'est plus petit que exponentielle. Bon, ça décroît exponentiellement en n pour une certaine constante qui est fixée. On ne sait pas ce qu'elle vaut, mais elle existe. Et en fait, là, maintenant, il faut compter le nombre de mots de longueur n et tel que la fréquence d'apparition de la lettre A est plus petite que epsilon. Ça, c'est un argument soit de dénombrement ou enfin de grande déviation, mais ça, en tout cas, c'est plus petit que exponentielle n fois la fonction d'entropie. Hein, c'est moins epsilon log epsilon moins 1 moins epsilon log de 1 moins epsilon. Enfin, on peut aussi, voilà, soit on refait un dénombrement et des estimés sur les coefficients binomiaux, mais c'est quelque chose qui croît au mieux exponentiellement vite, et cette fonction, si epsilon, en fait, oméga de epsilon, ce qui va être important pour nous, c'est qu'il tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Donc on va juste choisir epsilon assez petit pour que ce terme-là l'emporte sur celui-ci et être sûr que le produit tend vers 0. Donc c'est ça qui nous détermine le epsilon. Donc si on a choisi epsilon comme ça, en fait ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini, et ça va nous assurer que ce terme-là est négligeable. Et si on arrive à faire ça, on aura gagné. Si on arrive à faire ça, nous on veut prendre nu. Notre difficulté, c'est qu'on veut prendre nu égale mu psi. Et mu psi, quelle que soit la construction qu'on essaye de faire, on n'arrive pas à avoir à la fois l'invariance et la positivité. Donc c'est ça la difficulté qui reste à surmonter. Alors, cette inégalité-là, c'est une sorte peut-être d'inégalité de Markov. Hein, on a majoré la probabilité d'un événement par... on a mesuré l'espérance d'une certaine fonction par... Oui. Oui. Il est vrai pour un certain... ce qu'on va utiliser, c'est qu'il est vrai pour n un certain multiple de log h. Ouais, disons que pour h est en train de tendre vers 0, d'accord, hein, donc n. En réalité, si on regarde vraiment leur article, il y a tout un... On va juste utiliser qu'il existe un ρ tel que le principe d'incertitude. Mais si on regarde leur article, en fait, il y a tout un intervalle de ρ qui marche, mais on va juste utiliser qu'il existe une valeur de ρ. Donc il faut penser que quand h tend vers 0, ce n-là tend vers l'infini. Mais de toute façon, voilà, notre difficulté, c'était que là, j'ai fait un peu comme si on pouvait utiliser ce raisonnement avec la mesure mu psi, et ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a une première chose, c'est que
cette borne inférieure, hein, que la mesure des mots qui commencent par A est plus grande que epsilon fois la mesure des mots. Donc cette borne inférieure-là, Dyatlov et Jean la remplacent par quelque chose du même style. Je peux effacer ici, ce côté-là. Alors voilà, cette étape qui dit que nu de A, c'est plus grand que epsilon fois la mesure des mots de fréquence plus grande que epsilon, il la remplace par quelque chose, par l'estimée suivante. Il montre que si je prends l'opérateur qui a appliqué à la fonction propre psi, c'est plus grand, en normal 2, hein, c'est plus grand qu'une constante fois epsilon fois la somme. Alors là, c'est une somme justement sur les mots de fréquence plus grande que epsilon. Il montre quelque chose de ce type-là. Hein, ça remplace vraiment le passage de là à là. Plus un reste. Alors ça, c'est pareil, c'est pour un n. Il faut, pour pouvoir démontrer ça, en fait, ça découle d'une inégalité de type Garding en analyse semi-classique. Et pour la démontrer, on doit rester dans le cadre d'application du calcul pseudo-différentiel. Donc pour ça, n ne peut pas être trop grand. Donc ils le démontrent, bon, ils n'ont pas essayé forcément d'optimiser tout, mais ils le démontrent pour n égale ρ sur 4 log h, pour ρ, tant que ρ est plus petit que 1. Et il y a une erreur qu'ils ont écrite explicitement. Nous, on va juste utiliser que l'erreur tend vers 0, mais pour ceux qui veulent faire du contrôle après, on peut avoir envie de rendre l'erreur explicite. Hein. Donc bon, il y a une erreur comme ça qui tend vers 0. Et la raison, donc là, on voit que n ne peut pas être trop grand, et c'est parce que ça découle d'une inégalité dont on n'a pas parlé quand on a fait les rappels d'analyse semi-classique, mais les inégalités de type Garding, ça nous dit que si j'ai deux observables classiques, l'une plus grande que l'autre, alors les opérateurs qui correspondent. Alors le fait de transformer une observable en opérateur, c'est pas exactement monotone, mais on sait contrôler l'erreur. Donc il y a une erreur, mais qui est contrôlée par h à une certaine puissance. Et ça c'est vrai tant qu'on est dans une classe de symboles, justement. Donc ce qu'on voit, c'est que pour que cette erreur tende vers 0, c'était toujours le même régime dont on avait parlé. Rho plus Rho' doit être plus petit que 1. Et c'est cette condition-là qui se traduit par le fait que n ne peut pas être trop grand. Et ça, c'est une comparaison des opérateurs au sens forme quadratique. Hein. Donc à partir de ça, en fait, on peut en déduire ce genre d'inégalité. Et là, voilà, on pourra utiliser ça, qui va remplacer cette inégalité-là, mais tant que n n'est pas très grand. Et maintenant, il faut arriver à passer à l'échelle de temps sur laquelle on a le droit d'utiliser le principe d'incertitude fractale. C'est pareil, en fait, c'est ça qu'ils font. En fait, pour montrer, ils élèvent au carré.
Et en fait, au départ, justement, une fois qu'on a élevé au carré, le reste, il est en H 1/4. Et c'est quand on repasse... Pour montrer ça, ils élèvent au carré pour se retrouver... Parce que ça veut dire... Voilà, cette inégalité-là veut dire que, quel que soit psi, on a une majoration comme ça. Donc, effectivement, pour se retrouver avec des expressions de ce type-là, on élève au carré. Et on voit que ces opérateurs-là, il faut arriver à montrer qu'ils tombent bien dans les bonnes classes de symboles, quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de marge, parce que dans cette somme, il y a beaucoup de termes, et donc là, le 1/4 qui apparaît là, c'est pour ne pas avoir trop à s'embêter à compter le nombre de termes dans la somme. Donc, il y aurait peut-être moyen d'optimiser sur ce 1/4, mais ce n'est pas nécessaire pour ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les deux échelles de temps qui apparaissent, il y a une échelle de temps 2 ρ 0 log h, qui est celle sur laquelle on va pouvoir utiliser le principe d'incertitude fractale. Et donc j'ai dit que ρ 0 il est plus grand que 1,5. Et puis j'ai cette échelle de temps ρ sur 4 log h. Et donc il y a un facteur à peu près 8 entre les deux. Donc ça veut dire qu'en fait les mots de longueur grand N, je vais les diviser en 8 sous-mots. Et je sais que donc là, je vais diviser en à peu près 8 mots dont la longueur va être plus petite que ρ sur 4 log h. Autrement dit, quand j'ai un mot de longueur... Quand j'ai un mot de longueur grand N, ou grand N maintenant grand N c'est à peu près, c'est un petit peu plus grand que log h, je vais le diviser en 8 mots. Alpha 8, je le divise en la concaténation de 8 mots, dont chacun est de cette longueur, de cette plus petite longueur sur laquelle je peux appliquer Garding, etc. Et donc, je vais m'intéresser à deux ensembles de mots. Il va y avoir les mots qui ont une fréquence de 1 élevée et ceux qui ont une fréquence de 1 pas élevée. Donc, mais maintenant, je vais m'intéresser à la fréquence. En fait, je vais m'intéresser à la fréquence des 1 dans chacun de ces 8 sous-mots. Donc, l'ensemble que je vais appeler B, c'est l'ensemble des mots de longueur n, tel que il existe I entre 1 et 8. Ça, je vais appeler ça peut-être... voilà, cette longueur plus petite, je vais l'appeler N0. Donc B, c'est l'ensemble des mots tels que au moins un de ces 8 mots a une fréquence élevée de 1 et sont complémentaires. C'est l'ensemble des mots tels que chacun des 8 sous-mots ont chacun une fréquence plus petite que epsilon. Et lui cet ensemble, il ne contient pas beaucoup de mots. Hein. Son cardinal, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près exponentielle n oméga de epsilon. Donc pour cet ensemble de mots-là, en fait, le principe d'incertitude fractale me sert à dire que la mesure correspondant à cet ensemble de mots est négligeable. Donc je fais la somme sur tous ces mots-là. En faisant, voilà, c'est comme tout à l'heure, en comptant le nombre de mots et en multipliant par la borne donnée par le principe d'incertitude fractale.
Parce que maintenant je suis à une échelle où je peux appliquer le principe d'incertitude fractale. Je m'assure que ces mots-là ne contribuent pas beaucoup. Et comme j'ai dit tout à l'heure, h tend vers 0, ça veut dire n tend vers l'infini. Je vais peut-être devoir introduire une notation pour ce genre d'opérateur. Hein, ça sera ma notation. Si j'ai une famille de mots de longueur n, P indice cette famille, c'est juste la somme des opérateurs associés à chacun des mots. Donc ensuite, comment on conclut? On a presque fini. Je sais que si je fais la somme sur tous les mots, ça fait 1. Si je somme sous tous les mots, la somme de ces opérateurs-là, ça fait l'identité. Donc ça fait 1. Mais grâce à ce qu'on vient de dire, cette somme, c'est à peu près la somme sur la famille B. Donc ce que j'ai appelé, je vais garder ma même notation. Donc là, les mots dans le complémentaire de B vont avoir une contribution négligeable, et donc il ne me reste que à évaluer la contribution des mots qui ont, dont au moins un des 8 sous-mots a une fréquence plus lente que epsilon. Et là, maintenant, ce qui reste à faire, on a presque fini. Cet événement-là qui dit qu'il existe I, tel que la fréquence du mot alpha I, la fréquence de alpha I est plus lente que epsilon, je vais le diviser en 8 événements disjoints de la manière habituelle. Donc B, je vais écrire que B, c'est l'union disjointe entre quelque chose qui va s'appeler B1, B2, B8. Et il faut juste faire... Je vais essayer d'écrire les opérateurs dans le bon ordre. Donc BI, c'est que alpha 8, alpha 7, alpha I plus 1 ont une fréquence petite. Et alpha I d'accord, BI, c'est que alpha I a une fréquence grande et par contre tous les alpha I suivants ont des fréquences petites. Donc j'ai envie de dire que comme c'est... Ça, il faudra dire pourquoi, mais ça, c'est des événements disjoints. Et donc, je vais pouvoir majorer, ce qui va rester à faire, c'est de majorer ça par 8 fois par la somme des opérateurs associés. Alors là, bon, il y a un petit exercice mental, mais si on se souvient comment on a construit les opérateurs, je vais peut-être réécrire la formule. P chapeau associé à un mot alpha 0, alpha 1, il faut se souvenir, c'est qui alpha 0, qui alpha 1 transporté au temps 1 par le flot de Schrödinger, qui alpha n-1 transporté au temps n-1. Bon, en fait, cette union disjointe, elle se traduit vraiment par une relation algébrique. Elle me permet de dire que
P indice B, je vais pouvoir l'écrire comme la somme de 8 opérateurs. C'est vraiment une relation algébrique. Et le P chapeau, faut que je traduise, voilà, faut que je traduise ça sous forme d'un produit d'opérateurs. J'ai que alors j'ai P W autant voilà, au niveau des suites, en fait, cette écriture des suites comme une union disjointe de 8 événements, ça se traduit vraiment par la décomposition des opérateurs en 8 opérateurs différents. Et là, ce que je dis là, c'est qu'autant, ce que je dis vraiment, c'est qu'autant i moins 1 fois n0, c'est-à-dire le im. En fait, si je suis dans le im bloc, ça veut dire que j'ai attendu pendant un temps i moins 1 fois n0. Donc autant i moins 1 fois n0, je tombe dans W. Dans le bloc suivant, je tombe dans le complémentaire de W, et ça jusqu'au 8e bloc. C'est vraiment une relation algébrique. Et maintenant, toujours... Alors ces opérateurs-là, ce sont des... Comme justement, je suis sur des échelles de temps petites, ce sont des opérateurs pseudo-différentiels sympathiques, et donc ils sont tous bornés. Donc ceux-là, ils sont tous de normes plus petites qu'une certaine constante C. Hein, donc ça, je peux vraiment écrire que C est plus petit que... Alors C à la puissance 8, somme. Il va me rester P chapeau W. W, c'est les mots de longueur N0 et qui ont une grande fréquence de A. Là, pour l'instant, l'opérateur, il est transporté par le flot de Schrödinger, donc j'utilise encore une fois que c'est une fonction propre pour dire que, en fait, en fait, je suis en train de faire vraiment sous forme opérateur des arguments assez usuels de théorie ergodique. Le fait que j'ai une fonction propre ici va se traduire par le fait qu'ici, je peux supprimer l'évolution. Et puis, maintenant, on a fini, parce que si vous vous souvenez du Garding, l'inégalité de Garding qu'on avait vue, elle me dit que... Donc maintenant, j'ai 8 fois le même terme. Hein. Et chacun était plus petit que 1 sur epsilon fois... C'était ce qui était au tableau. Donc c'est plus petit que une certaine constante multipliée par 1 sur epsilon fois la norme de Kia psi. D'accord, donc j'ai montré que 1 est plus petit. J'ai montré finalement que la norme de l'opérateur Kia appliqué à psi est plus grande qu'une certaine constante fois epsilon. Et là, on a fini parce que, bon, je vais élever au carré, effectivement. Il y a un reste à chaque fois, il y a une erreur qu'on pourrait rendre... Oui, il y a une erreur à chaque fois. On pourrait la rendre explicite, ce que je n'ai pas fait, mais c'est une puissance de h. Donc j'ai démontré ça. Et ça, maintenant, il faut se souvenir que ça converge quand h bar tend vers 0 vers l'intégrale de Kia au carré. Donc Kia, c'est le symbole principal de Kia chapeau, fois la mesure des mu.
Et si vous vous souvenez comment j'avais choisi Kia, il était à support dans oméga, donc c'est plus petit que mu de oméga. Donc ça conclut la preuve. Donc c'est vraiment, il faut arriver à faire de la théorie ergodique un peu approchée, avec des mesures qui sont pas tout à fait positives et pas tout à fait invariantes. Et avec faut jongler avec le fait qu'on a 2 échelles de temps, une sur laquelle on peut faire ça et une autre sur laquelle on a des estimées intéressantes. Et il y a une échelle de temps qui est un multiple de l'autre. Voilà, donc là, ça termine ça me termine complètement la preuve du résultat de Dyatlov et Jean et Nonnenmacher. Donc je vais commencer un petit peu à la dernière partie du cours. On va parler de ergodicité quantique sur les graphes réguliers. Au théorème de Schnirelmann sur les graphes réguliers. Alors, ce qui va être vraiment assez différent du cas précédent, c'est qu'on va être avec on va plus être sur des variétés, on va être sur des graphes discrets, avec des Laplaciens discrets. Et donc, un petit peu tout ce qui était intégration par partie. Enfin, voilà, dans l'analyse semi-classique, on fait sans arrêt des intégrations par partie. Et pour estimer toutes les erreurs, il y a toujours ça qui est caché. On perd un petit peu toutes les techniques intégrales qu'on peut faire sur des ouverts de Rn. Donc un graphe, ça va être un ensemble de sommets et puis reliés par des arêtes. Et je vais m'intéresser tout le temps à des graphes finis. Donc j'ai un nombre fini de sommets. Avec une relation d'adjacence. Les arêtes, les sommets peuvent être reliés par des arêtes. Essentiellement, dans ce que je vais raconter dans le cours, je parlerai uniquement du travail sur les graphes réguliers, même si après, par la suite, on a pu, avec Mostafa Sabri, on a pu étendre ce qu'on avait fait à des graphes pas nécessairement réguliers. Donc régulier, ça veut dire que chaque sommet a le même nombre de voisins. Donc ça s'appelle le degré du sommet. Et alors, un moment, je citerai des résultats sur les graphes aléatoires. Et dans la littérature sur les graphes aléatoires, le nombre de voisins est noté D en général. Et par contre, dans la littérature qui utilise plus de l'analyse harmonique, il est noté Q plus 1. Donc, je pense que à mon avis, j'oscillerai entre les deux notations, mais il y aura cette relation. Et le Laplacien discret, donc maintenant, le Laplacien, il va agir sur des fonctions définies sur les sommets. Donc, si V est fini, c'est juste un ensemble des c'est un espace vectoriel de dimension finie. Il n'y a plus du tout d'analyse fonctionnelle. En un certain sens, tout est plus simple. En fait, voilà, on est sur un espace de dimension finie. Et le Laplacien, si je prends un sommet, le Laplacien de f en x, ça va être la somme sur tous les voisins de x de f de y moins f de x.
Et dans le cas où le graphe est régulier, c'est aussi la même chose que la somme sur tous les voisins de f de y moins q plus 1 fois f de x. Et là, on reconnaît, là, c'est l'opérateur d'adjacence. La matrice d'adjacence, c'est la matrice qui vaut... L'opérateur d'adjacence, ses coefficients valent 0 si... Enfin, non, 1 si x et y sont voisins, et 0 sinon. Donc ce qui est un petit peu particulier avec les graphes réguliers, c'est que le Laplacien, c'est la même chose que l'opérateur d'adjacence, moins q plus 1 fois l'identité. Et souvent, on préfère travailler avec l'opérateur d'adjacence. Donc, si je regarde le spectre de l'opérateur d'adjacence, il est forcément compris entre moins q plus 1 et q plus 1. Et puis, si je regarde le Laplacien, mon Laplacien, c'est un opérateur négatif. Pour le Laplacien, je vais entre 0 et moins 2 q plus 1. Donc, ce qu'on voit... dans ce que je vais raconter, en général, Q va être fixé. Je ne sais pas si Paul peut-être parlera un peu de graphes aléatoires. Et parfois, dans les travaux sur les graphes aléatoires, on peut aussi faire varier Q, mais là, Q va être fixé. Donc j'ai affaire à des opérateurs. C'est vraiment tout ce qui est analyse fonctionnelle est très simple. J'ai affaire à des opérateurs bornés. Et donc il n'y a pas. Si on s'intéresse à des questions, est-ce qu'il existe un théorème d'ergodicité quantique? Il n'y a pas de régime de grande valeur propre. Mais le régime qu'on va étudier, c'est le régime où le nombre de sommets du graphe tend vers l'infini. Donc le nombre de sommets est fini, mais tend vers l'infini. Alors, ma motivation pour... et puis voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a un énoncé qui ressemble un peu au théorème de Schnir-Ullmann? Il faut sans doute faire des hypothèses sur la géométrie du graphe, puisque quand on était sur des variétés, on avait une hypothèse d'ergodicité du flux géodésique. Et ma motivation pour me poser cette question, il y en avait plusieurs. C'est qu'à l'époque, il y avait eu les résultats de Lindenstrauss sur l'unique ergodicité quantique arithmétique, où il utilisait des résultats spectraux sur les opérateurs de Hecke. Et d'un point de vue spectral, ces opérateurs de Hecke ressemblent pas mal en fait, à des Laplaciens sur des graphes réguliers. Donc ça avait été une motivation pour étudier ce genre de choses. Et une deuxième, c'était que quelques années avant, le physicien Uzi Smilanski avait écrit au moins 2 articles où il disait que pour lui, étudier ces graphes dans le régime où le nombre de sommets tend vers l'infini, pour lui, d'un point de vue numérique, c'est un bon modèle joué pour comprendre les conjectures du chaos quantique. Cette limite n tend vers l'infini, on peut peut-être la voir comme une limite semi-classique. Enfin, ça peut être discuté, mais ça remplace en tout cas la limite semi-classique. Alors on va faire. Je pense qu'aujourd'hui je vais énoncer des résultats déterministes sur des suites de graphes déterministes, et puis la prochaine fois j'énoncerai des résultats, mais venant d'autres personnes, sur des graphes aléatoires. On les comparera. Mais si on veut regarder des suites de graphes déterministes, comme j'ai dit, il faut faire des hypothèses géométriques sur. Donc là, pour l'instant, je suis dans un cadre déterministe. J'ai une famille de graphes. On va faire des hypothèses. La
première hypothèse, c'est que je veux un trou spectral uniforme dans le spectre du Laplacien. Ça, c'est ce qui va remplacer l'hypothèse d'ergodicité du flot géodésique qu'on a d'habitude dans le théorème de Schnir-Allman. Alors, il y a une valeur propre qui s'appelle la valeur propre triviale. Pour le Laplacien, c'est 0, et puis ça revient à Q plus 1 pour le spectre de la matrice d'adjacence. Ça correspond aux fonctions constantes. Si je regarde, le Laplacien d'une constante, ça fait 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur propre triviale. Et cette valeur propre est simple si et seulement si le graphe est connexe. Et ce qu'on appelle le trou spectral, c'est la distance à la valeur propre suivante. Et en fait, en réalité, on va même on va demander qu'il y ait un trou spectral. Alors, moins Q plus 1 est valeur propre si et seulement si le graphe est biparti. On va supposer que ce n'est pas le cas, et en fait, on va faire l'hypothèse de trou spectral des deux côtés. Donc, on veut que. Donc, uniforme, ça veut dire indépendant de n. Donc, on veut que là, qu'il y ait une région où on est sûr qu'il n'y a pas de valeur propre. C'est un peu, si on regarde, quand je ferai la preuve, on verra que c'est trop fort comme hypothèse. On peut faire un... Parce que là, en fait, en termes de marche aléatoire sur le graphe, je suis même en train de supposer que la vitesse de mélange est uniforme, et on va juste utiliser le théorème ergodique. Donc, c'est un peu trop fort comme hypothèse, mais bon. Et c'est ce qu'on appelle aussi une famille de graphes expanseurs. Et la deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle, on veut qu'il y ait peu de cycles de longueur donnée. C'est-à-dire que si je me donne n'importe quel R positif, je vais appeler NG de R, c'est le nombre de sommets qui ont un rayon d'injectivité plus petit que R, c'est-à-dire tel que... Alors, je ne sais plus... Ah non, c'est plus grand que R. Donc, rayon d'injectivité plus grand que R, ça veut dire que la boule de centre X et de rayon R est un arbre, donc ne contient pas de cycle. Mais en fait, non, je vais plutôt dire n'est pas un arbre. Donc, c'est les points qui sont sur un cycle de longueur plus petit que 2R ou quelque chose comme ça. Et je veux que mon hypothèse, c'est le nombre. Mon hypothèse, c'est que pour tout R, ce nombre est négligeable devant n. N, c'est le nombre de sommets du graphe. Alors, on peut mettre une hypothèse un peu plus simple, qui est de dire que en français, on dit la maille du graphe. On peut mettre une hypothèse plus forte, qui est de dire que la taille du plus petit cycle tend vers l'infini. Ce qui correspondrait à la systole pour une variété. On pourrait remplacer par cette hypothèse plus forte, mais qui est un petit peu trop forte, puisqu'on sait que si on prend un graphe au hasard, elle n'est pas vérifiée, puisqu'on parlera la prochaine fois de graphe aléatoire pris au hasard. Si on prend un graphe régulier au hasard, on n'a pas cette propriété, alors qu'on a celle-là. Et une autre terminologie qui est souvent utilisée, c'est qu'on dit que la famille de graphes converge, au sens de Benjamin Ishram, vers un arbre.
qui ici va être l'arbre régulier. Donc je vais les appeler en fait. Oui. Donc la famille de graphes converge vers un arbre qui ici est nécessairement l'arbre régulier, l'arbre infini dans lequel tous les points ont le même nombre de sommets quand n tend vers l'infini. Et c'est au sens de Benjamin-Ishram. Ça c'est la terminologie probabiliste, mais qui est juste, ça dit exactement ça. Ça dit que ça veut dire que si je regarde un sommet du graphe au hasard, selon la loi uniforme, typiquement une boule de rayon R fixée autour de ce sommet est un arbre. C'est juste une. Et le théorème qu'on a démontré avec Étienne Lemasson, je ne sais plus la date. Ça devait être en 2012-2013, dans ces eaux-là. Donc, sous ces hypothèses, on va regarder. Donc, c'est toujours sous ces hypothèses. Je regarde une base orthonormée formée de fonctions propres du Laplacien. Ou de la matrice d'adjacence, hein, c'est la même chose. Et je veux comparer, je vais me donner une observable qui va être une fonction sur l'ensemble des sommets. Et comme dans le théorème d'ergodicité quantique, je veux comparer la moyenne. Alors oui, si j'ai pris une base orthonormée de fonctions propres, hein, pour chaque fonction propre, psi de x au carré, ça va me donner une mesure de probabilité sur les sommets. Je devrais mettre des indices n partout, puisque je suis en train de regarder une famille de graphes. Et en fait, le but, c'est d'essayer de dire des choses qui vont dans la direction de savoir si cette famille de mesures de probabilité est proche de la mesure uniforme. C'est ça le but, et il y a pas mal de manières de mesurer ça. Je pense que dans l'exposé d'après, on verra plusieurs manières d'essayer de dire que cette mesure de proba est proche de la mesure uniforme, mais dans l'ergodicité quantique, on fait ça de manière un peu faible, c'est-à-dire qu'on se fixe une observable. Donc une observable A qui, pareil, doit dépendre de n. Et on veut se demander si la moyenne de A pour la mesure psi au carré est proche de la moyenne uniforme de A. Et ce qu'on a démontré, c'est un théorème de type ergodicité quantique, c'est-à-dire que cette différence est petite, mais à condition de remoyenner sur le spectre. Idéalement, on aimerait bien dire quelque chose individuellement pour chacune des fonctions propres, mais dans les résultats type ergodicité quantique, on doit à un moment remoyenner sur le spectre. Donc ça tend vers 0. Quand n tend vers l'infini, c'est ça le résultat. Et ce qu'on demande à A, alors vous voyez que contrairement au cas quand on faisait l'ergodicité quantique sur les variétés, on fixait une observable sur la variété. Là, on ne peut pas vraiment la fixer vu que l'ensemble des sommets lui-même n'est pas un ensemble fixe. Donc bon, pour chaque n, je prends une observable différente et je vais juste demander qu'elle soit bornée. Je vais supposer que la normale infinie de AN est bornée. Alors, comment interpréter ça?
On peut faire les mêmes commentaires que dans le cas des variétés, c'est que ce qui est vraiment important, c'est ces valeurs absolues. Parce que si je ne mets pas les valeurs absolues, en fait, l'expression est exactement égale à 0, sans aucune hypothèse sur le graphe. Si je ne mets pas les valeurs absolues, je suis simplement en train de calculer de deux manières différentes la trace de l'opérateur de multiplication par A. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un résultat avec les valeurs absolues. Et comme ce qu'on avait dit aussi dans le cas des variétés, c'est un résultat un peu de convergence en moyenne de Césaro. Et le fait que la moyenne de tous ces termes soit petite ne permet pas de dire que chaque terme individuellement est petit, mais par une inégalité, genre une inégalité de Markov, ça permet quand même de dire que la plupart des termes doivent être petits. Ça dit que pour tout epsilon positif, donc de manière équivalente, pour n'importe quel epsilon positif, si je regarde le nombre de fonctions propres, si je regarde le nombre de fonctions propres telles que la moyenne de A dévie de la moyenne uniforme, dévie de epsilon, ce nombre est négligeable devant n, donc 1 sur n fois ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc je me suis donné une observable, une fonction sur l'espace des sommets, et ce que me dit le résultat, c'est que pour la majorité des fonctions propres, je vais voir que la moyenne de A fois psi au carré, c'est quasiment la moyenne uniforme. Mais par contre, donc pour chaque observable, il y a des bonnes fonctions propres, mais peut-être aussi des mauvaises. Et c'est par contre, celles qui ne marchent pas peuvent dépendre de l'observable que j'ai pris. C'est ça la difficulté. Dans le cas pour ceux qui ont en tête l'énoncé de l'ergodicité quantique sur les variétés, à partir de là, en fait, sur les variétés, on fait un procédé d'extraction de diagonale qui dit qu'il y a une sous-suite de densité 1 telle que ces mesures convergent vers la mesure uniforme. Ici, on ne peut pas tellement faire ça parce qu'on est sur une famille de mesures de proba qui est chacune définie sur un espace différent. Donc je ne peux pas vraiment parler de convergence faible ou de choses comme ça. Je dois m'arrêter à cet énoncé. Voilà. Ça nous dit ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme remarque? Donc ça, c'est une première remarque. Et deuxième remarque, c'est que là, j'ai moyenné sur tout le spectre. En réalité, on peut moyenner sur des plus petits intervalles, mais à condition qu'ils ne décroissent pas trop vite. Et ça, quand je parlerai de la loi de Weil, probablement la prochaine fois, on verra quelle est la taille des intervalles autorisés. Au lieu de moyenner sur tous les spectres, ah oui, j'ai pas introduit de notation pour les valeurs propres, mais les valeurs propres, ça sera lambda i, comme d'habitude. Je peux décider de me placer sur des intervalles de taille qui tendent vers 0, à condition que epsilon n soit pas trop petit. Donc typiquement, avec les méthodes déterministes, on ne peut pas faire mieux que log n ou une puissance de log n. Les échelles qui vont sortir, c'est quelque chose comme log n. Bon, c'est tellement pas optimal qu'en fait la puissance n'est pas tellement importante. C'est peut-être log n puissance 4 ou quelque chose comme ça. Et on peut faire décroître. On peut faire décroître un petit peu la taille des intervalles et moyenner sur des petits intervalles, et à condition aussi qu'on soit à un endroit où la densité spectrale est strictement positive, de manière à avoir la loi de Weil. Enfin, je dis la loi de Weil entre guillemets.
On verra, je pense que ça sera la prochaine fois. On verra qu'il y a une loi de Weil qui permet de compter de manière asymptotique le nombre de valeurs propres dans un intervalle donné. Et donc là, on peut faire ce genre de choses dans les endroits où la densité spectrale est positive, de manière à pouvoir écrire que le nombre de valeurs propres dans notre intervalle va être équivalent à la densité spectrale, dont on donnera l'expression la prochaine fois, fois 2 epsilon fois n. Et ça, c'est une certaine densité qui va apparaître la prochaine fois et qui est positive sur un certain intervalle. Voilà, donc on peut... Et puis peut-être... Non, je vais m'arrêter là, parce que... Donc, là, je me suis limitée à des observables A qui sont des fonctions... qui sont des opérateurs de multiplication, donc qui sont des fonctions de x uniquement. Si vous vous souvenez, dans le théorème de Schnir-Ullmann général, on avait des observables qui pouvaient dépendre à la fois de la position et de l'impulsion. Donc, vous pouvez mettre des opérateurs pseudo-différentiels généraux. Et il y a une version plus générale du théorème où on met effectivement des opérateurs plus généraux. Ça, c'est l'avantage par rapport au cadre aléatoire. Parce que là, on a de la géométrie. Comme on est sur une famille déterministe de graphes, on a de la géométrie et la classe d'opérateurs qui va remplacer les opérateurs pseudo-différentiels, ce sont des opérateurs qui décroissent suffisamment vite loin de la diagonale. Et on aura une généralisation de ce théorème ici, alors que dans le cadre aléatoire, on n'a pas de géométrie puisqu'on met les arêtes complètement au hasard entre les sommets. Et il y a des énoncés de ce type-là. Je ne sais pas si tu en écriras pour certains modèles de matrices aléatoires, peut-être. Mais il n'y a pas d'énoncé avec des opérateurs de type pseudo-diff. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.